Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir au webinaire du mercredi, donc désormais habituel tous les mercredis. Webinaire, donc rendez-vous chez IG à 19h, de 19h à 20h. Ce soir, donc, je reçois Marc Daguerre, directeur et créateur fondateur de DT Expert. Bonsoir Marc. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Alors, Bonne année. merci Marc. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'animer depuis le début de l'année Voilà, un on vient. webinaire ensemble. Donc, en ce mercredi 21 janvier, jour de la Sainte-Agnès, rien à voir avec le webinaire de ce soir. On va parler donc des triangles chartistes et donc des figures de continuation qui sont qui font partie dans la littérature de l'analyse graphique d'une des figures les plus solides en termes de continuation. C'est bien ça, Marc ? Oui, ça fait partie vraiment avec les drapeaux peut-être, des configurations, même un peu plus que les drapeaux, qui sont pour moi les plus efficaces. Oui. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez nous juste confirmer avec 1 ou 2 pouces dans le chat si tout est OK de votre côté, du côté de l'image, mais également du côté du son? OK, parfait, merci. Eh bien, on y va. On démarre donc cette présentation par le message d'avertissement classique, même si ce soir on ne va pas prendre de position. Bien sûr, cette présentation est uniquement à considérer comme une présentation à titre pédagogique et non pas comme un conseil de trading. Donc avec Marc, on va utiliser également les plateformes de trading. Marc va utiliser ProRealTime, qui est une plateforme également disponible chez IG. Donc je vous laisse encore quelques petites secondes l'avertissement sur les risques donc à l'écran. Là aussi, bon, désormais, vous avez l'habitude, IG, donc leader de l'investissement. Alors, vous avez vu, on a changé de logo, on a une nouvelle charte graphique là depuis quelques jours. En soi, ça ne change rien sur les services que l'on vous propose. Donc, on est présent, bien sûr, à Paris depuis 2007, mais la société existe depuis 1974, donc depuis plus de 50 ans désormais. Leader mondial, donc, sur le trading, coté à la Bourse de Londres, donc sur le FTSE 250. Et depuis quelques jours, on propose donc une offre de trading, puisque vous nous connaissiez jusqu'à maintenant sur la partie dérivée, notamment sur les CFD, puisqu'on avait été les premiers en 2007 à lancer une offre sur le territoire français. Et depuis quelques semaines, on vous offre également la possibilité d'ouvrir un compte titre chez IG, un CTO, compte titre ordinaire, qui vous permet de négocier donc sur différentes actions, aussi bien actions françaises, actions américaines également, actions européennes bien sûr. Et on vous propose aujourd'hui que vous soyez client ou pas client. Donc, si vous avez déjà un compte IG, vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte titre avec une offre, donc aujourd'hui, qui est de recevoir 200 € en investissant en investissant à partir de 500 € sur la plateforme de négociation. Donc, il y a quelques petites, je dirais, règles à respecter par rapport à ça, notamment sur le type d'investissement que vous faites, mais sachez que vous avez la possibilité donc de recevoir donc 200 € par rapport à une ouverture de compte donc sur le compte titre. Je ne vais pas rentrer en détail plus ce soir parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. J'ai fait un webinaire la semaine dernière avec Thomas Pereira. Vous pouvez retrouver d'ailleurs en replay sur la chaîne YouTube qui reprend donc l'ensemble des fonctionnalités sur le compte titre, que ce soit à partir de la plateforme mobile ou à partir donc du site internet. Je vous remets d'ailleurs dans le chat, si vous le souhaitez, un lien direct pour arriver donc sur l'ouverture de compte titre, donc chez IG. Et si vous êtes déjà client, il vous suffit simplement de cliquer dans la liste des comptes, ajouter un compte, et vous avez donc la possibilité d'ajouter un compte titre. Voilà pour l'actualité côté IG. On va parler, donc je reviens sur la présentation, donc ce soir des triangles. Avant d'entrer dans le détail, Marc Daguerre, donc, qui est mon invité ce soir sur les webinaires, là aussi. Si vous avez l'habitude de nous suivre régulièrement, Marc est déjà intervenu à plusieurs reprises, spécialiste sur l'analyse technique, partenaire également donc d'IG. Marc, en 2 mots, la société, DT Expert, Voilà, les services que tu proposes. c'est ça. Je vois que j'ai quelques clients déjà qui me connaissent. Un service de conseil sur des produits à levier, donc Turbo, Varan et CFD maintenant.
On a lancé un service sur du plus long terme qu'on appelle Cash Action. Donc justement, ça tombe bien puisque ça colle avec l'évolution chez IG. Donc là, c'est des conseils de plus long terme sur des actions internationales. Et on fait également des formations. Voilà. Ça, c'est pour la partie retail. Après, pour le reste, c'est sur la partie institutionnelle. Donc, si on veut te contacter, dtexpert.com ou .fr? Ouais, ttexpert.com. Il y a un formulaire de contact, il y a tout ce qu'il faut. Super. On y va? Allons-y. Allez, on démarre. Donc, qu'est-ce qu'un triangle en AT? On va orienter cette présentation en deux phases. La première, on va faire des choses théoriques, mais je ne vais pas vous le cacher, on va passer assez rapidement sur la théorie, puisque tout l'intérêt des triangles, c'est d'avoir des choses concrètes sur les graphiques. Alors, Marc, en soi, un triangle en AT, ça sert à quoi? Oui. Alors, ça sert à quoi ou ça se définit comment? Un triangle, ça fait partie des figures de continuation. Donc, une figure de continuation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la figure en question ne va pas inverser la tendance générale. Autrement dit, si je rentre dans un triangle à la hausse, je vais en sortir à la hausse. Si je rentre dans un triangle à la baisse, je vais en sortir à la baisse. Donc, l'intérêt, c'est qu'on sait très bien que quand on fait de la gestion du trading, repérer ce genre de configuration peut être très intéressant parce que ça nous donne un timing d'intervention qui est très efficace. Voilà. Et c'est vrai que les triangles, moi, je les utilise beaucoup parce que je sais qu'ils ont un taux de réussite qui est quand même assez fort. Et comme tu le sais, quand on fait un investissement quelconque, on fait de la probabilité. S'il y avait un investissement sûr à 100%, bah, les autres n'existeraient pas. Et donc, on essaie de mettre le plus de proba dans son camp. Donc, certains vont regarder du fondamental, certains vont regarder du technique, certains vont regarder les deux. Moi, je sais qu'en termes de probabilité, par expérience, le triangle fonctionne, allez, on va dire peut-être 7 fois sur 10, ce qui est déjà beaucoup, entre 7 et 8. Et parfois, après, avec un pullback, on peut passer de 8 à 9 fois sur 10. Quoi. Ok, donc une forte probabilité en termes de réalisation. Oui. Simplement, très rapidement, donc c'est noté avec Oui. 5 points, A, B, C, D, E. Mais là aussi, Oui, on ça, va… c'est important. Ouais. C'est important. On verra lors des exemples. Il doit y avoir 5 vagues à l'intérieur d'un triangle qu'on notera A, B, C, D, E, oui, de manière arbitraire. Pour ceux qui connaissent la théorie d'Elliott, qui est quand même très complexe, voilà, ils savent qu'on peut les trouver dans les vagues 2, 4 ou B. En fait, on va trouver des triangles dans toutes les phases de temporisation, en fait, ce qu'on appelle une phase de temporisation. Une phase durant laquelle le marché n'a pas vraiment de tendance, où on hésite un peu, les volumes peuvent baisser un peu, mais Plutôt on sent quand même. une phase de latéralisation du marché, donc. Oui, ouais, exactement. Ok. Alors justement, tout l'intérêt du triangle, c'est également une figure qui est très intéressante dans le cadre du money management parce qu'elle permet de reporter sur le graphique un Oui, objectif assez précis. oui, ouais. Oui, en fait, c'est là où c'est pratique dans les triangles fermés, et on va le voir, c'est que justement, comme ça, les triangles fermés, il arrivera un moment où les cours ne pourront plus rester à l'intérieur de la figure. Contrairement à un drapeau, enfin, quand tu as deux droites parallèles, voilà, tu sais qu'elles ne vont jamais se croiser, donc tu peux, en théorie, rester infiniment entre deux droites parallèles. Mais quand tu as deux droites qui convergent, au bout d'un moment, bah, tu vas être obligé d'en sortir. Et, et c'est aussi un autre avantage du triangle, en fait, en termes de timing d'intervention. Ok. Je regarde du côté du chat si j'ai des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas si pendant la présentation vous avez des questions, je les repasserai à Marc directement. Il y avait une question tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir à propos. Qu'en est-il des turbos chez IG aujourd'hui? Parce que c'est vrai que toi, tu proposes de l'analyse sur les turbos. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es un des grands spécialistes français sur l'analyse et la recommandation sur les turbos. Aujourd'hui, on ne propose plus de turbos chez IG. Alors, l'interprétation. Les triangles horizontaux donc, sont des configurations d'empiètement, overlapping. En deux mots, overlapping. Bah, en fait, c'est des figures où tu vas avoir une forme de zigzag à l'intérieur. Voilà, ça va s'alterner jusqu'au moment où on va, de toute façon, comme je te l'ai dit, comme un triangle, ces deux bornes qui vont finir par converger, sauf les triangles ouverts, à un moment, on va être obligé d'en sortir. En fait, voilà, donc Alors, là, ce qui est marqué après, c'est que le marché, ce qu'on dit, reprend son souffle, donc temporise, avant de reprendre son élan.
Ok. Donc, l'intérêt aussi des triangles, c'est qu'on peut les utiliser, ou en tout cas, on peut détecter ce type de figure sur un petit peu toutes les échelles de temps, malgré tout sur des échelles pas non plus trop courtes. On n'est pas dans le cadre du scalping, hein. Non, de toute façon, le scalping, tu ne peux pas faire d'analyse technique dessus. Enfin, tu n'as pas le temps. Pas le temps de Mm. repérer une figure. Si voilà, à la limite, en intraday, encore, oui. Mais très souvent, l'analyse technique peut s'appliquer à différents time frames. Maintenant, c'est vrai que sur des time frames un peu plus longs, elle est toujours un peu plus efficace. Ok. Point suivant, le triangle doit théoriquement être confirmé par des volumes modestes au cours de la formation du triangle, période de consolidation et d'indécision. Les volumes doivent augmenter lors de la rupture. Si tel n'est pas le cas, cela signifie que les intervenants restent en retrait. Le signal perdra alors toute sa signification. Donc il faut qu'on ait néanmoins, par rapport à la clôture de cette figure, enfin en tout cas à partir du moment où on va prendre On la va décision valider. d'achat ou de vente, on va le voir, ça marche dans les deux sens, hein. On a aussi bien des triangles haussiers ou baissiers. Il faut que ce soit quand même suivi par des volumes. Oui, alors ça reste quand même la théorie. Moi, j'ai toujours dit que les volumes, je faisais attention parce que, en fait, si tu veux, c'est pas des conditions sine qua non, les volumes. Euh, Autrement dit, quand il y a des volumes, ça peut confirmer, c'est sûr. Mais quand il n'y Ouais, a pas de volume, pour moi, ça ne veut pas toujours dire que ça infirme, en fait. Voilà. Alors, quand il n'y a pas de volume, tu peux être un peu plus prudent, c'est sûr. Mais d'accord. ça ne veut pas dire que que le scénario ne va pas se réaliser. Voilà. Moi, j'ai vu des scénarios se réaliser à plus d'un titre, des figures de retournement, tout ça, dans des journées où il n'y avait quasiment pas de volume, ce qui n'a pas pour autant empêché le marché de se retourner. Voilà. J'ai un Alors, exemple typique, mais on n'a pas le temps de le regarder là. Mais ok, alors fin 2000. Ouais. pardon, justement, par rapport aux produits qu'on peut négocier, est-ce qu'on peut, parce que là on a parlé de time frame, mais Mmh. est-ce que ça marche sur tout type de sous-jacent? Je crois que tu as une alerte SNCF. SNCF. Oui, c'est mes alertes pour real-time. Je vais essayer de les couper. Est-ce que, pardon, tu m'as dit? Est-ce qu'on peut, donc là on a vu la particularité des time frames, on peut utiliser Ouais. donc un petit peu sur tous les time frames, mais est-ce que ça marche sur tout? Est-ce que ça marche aussi bien sur actions, sur indices, sur des paires de devises, sur des matières premières comme l'or ou le pétrole par exemple? Alors l'avantage de la technique, c'est qu'on peut utiliser absolument toutes les classes d'actifs. À partir du moment où tu as un graphique, tu as de l'analyse technique. Voilà. Les D'accord. Oui, seuls. on n'est pas limité par exemple aux actions ou une classe d'actifs en particulier. Non, pas du tout. Non, non. La seule donnée dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut avoir un historique graphique. Donc, évidemment, sur les matières premières, les indices, tout ça, etc., il n'y a pas les actions actuelles. Mais par exemple, si tu as une IPO, une entrée en bourse Ouais. d'une valeur, bah, il faut attendre un minimum de 6 mois pour commencer à avoir un graphique qui pourrait éventuellement. Ok. Voilà. Alors les différents triangles. On parle donc des différentes figures. Et puis après, je vais te laisser la main sur les écrans pour que tu Ouais. puisses nous présenter donc des exemples typiques, ou en tout cas des exemples concrets sur la plateforme. Donc, le premier ici, triangle ascendant, Oui. donc dans Alors, un marché haussier ou marché baissier. oui. Alors, il faut savoir une chose là. On va voir les quatre types, les quatre grandes familles de triangles, sachant qu'il y en a trois qui sont vraiment les majeurs, puis des triangles ouverts qui sont beaucoup plus rares. Il faut faire très attention, parce que ça, j'ai vu beaucoup de gens faire l'erreur, de ne pas confondre la nomenclature du triangle avec la tendance du marché. Parce que quand on entend triangle ascendant, on peut penser à un marché haussier, par exemple, uniquement. Ce n'est pas le cas, comme on le voit ici. Donc, Ascendant, la c'est plus nomenclature. par rapport à la ligne qui est ici en bas. Oui, ouais, c'est marqué top flat, bottom ascendant, c'est-à-dire que, en fait, dans ces triangles-là, tu vas avoir un côté, donc le côté haut, qui va être horizontal, voilà, ici ou là-bas, et tu vas avoir le côté bas, inférieur, lui, qui va être ascendant, justement. C'est pour ça qu'on appelle ça un triangle ascendant, parce qu'on a un côté ascendant par rapport à l'autre côté qui, lui, est ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire horizontal. Ok, Mais on peut très clair. aussi bien l'avoir dans un marché haussier, comme on le voit à gauche, que dans un marché baissier. Et on voit bien les 5 vagues A, B, C, D, E avant la sortie du triangle. Bon, ça, évidemment, on va le voir tout à l'heure en pratique, mais ça reste la théorie.
Alors, par rapport à ça, Marc, moi j'ai une question. En Oui, effet, on a les points A, B, C, D, E, oui. mais on trace notre triangle à partir de quel point? Est-ce qu'on trace à Oui. partir du E? Est-ce qu'on le trace à partir du A? Alors, en fait, Comment ça se traduit? on va le regarder sur un cas pratique parce que il y a une chose que je dis toujours dans mes formations et qui est quand même effectivement importante. Euh, Moi, tu le sais, je mets un point d'honneur à vraiment, vraiment faire de la pratique parce que, bon, la théorie, je ne dis pas que c'est facile, mais bon, ça peut être à la portée de beaucoup de monde. C'est la pratique qui fait vraiment le. Donc, parce que ce qu'on va voir, c'est que parfois, quand moi, je vais montrer des graphiques avec un triangle dessiné, bah, les gens vont dire oui, là je le vois le triangle. Maintenant, sans doute que si je ne le dessine pas moi-même, ils auront plus de mal à le voir. Donc, comment on va matérialiser un triangle? On va voir qu'à l'œil, parfois, quand tu finis par avoir l'habitude, tu arrives à en voir. Parfois, tu te trompes parce que tu ne fais pas bien attention au nombre de vagues, etc. Maintenant, pour savoir comment on va marquer le triangle, et ça c'est important, il y a une petite astuce, c'est que quand tu es dans un marché haussier, d'accord, ta vague A, elle est toujours à contre-tendance. Hein. C'est-à-dire que dans un marché haussier, ta vague A doit être baissière, comme tu le vois ici. Tu pars du sommet là, voilà. En fait, donc ta vague A, elle démarre, non, elle démarre là-bas, voilà. Donc elle démarre là, donc elle est baissière, puisque tu es dans un marché haussier. Et après, une fois que tu sais où est ta vague A, bah après, c'est facile, puisque l'enchaînement, ça va être B, C, D, E. Et normalement, à la fin de la vague E détermine le dernier point avant la sortie du triangle. Voilà. Donc, tu vois qu'après, dans un marché baissier, comme on a à droite, bah, comme on est dans un marché baissier, la vague A, elle va être haussière. Et après, une fois que tu as fini ta baisse, tu as une vague A haussière. Après, tu fais ton B, C, D, E. Et puis, normalement, tu es censé sortir à la baisse puisque tu es rentré à la baisse. Donc en effet, ici, parce que c'est vrai qu'on parle de triangle, mais c'est quelque part un triangle un peu imparfait, puisque Alors, bien sûr, oui. on n'a pas de base ici pour fermer ce triangle. En réalité, c'est un triangle en construction, en quelque sorte. Alors, c'est ce qui s'appelle triangle en figure chartiste. C'est qu'on voit quand même que ça a l'apparence d'un triangle. Maintenant, si on voulait vraiment le fermer, ce triangle, et le dessiner comme un triangle géométrique, on pourrait. Nous, on le matérialise comme ça par deux droites, parce que c'est les droites qui nous intéressent, si tu veux. Si tu voulais fermer le triangle avant, par exemple, avant l'entrée dans le triangle, tu peux le faire, mais en termes d'analyse, de pertinence, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui compte dans l'application d'analyse technique, c'est les deux segments qu'on a tracés. Tu pourrais les prolonger d'un côté et les fermer de l'autre et dessiner un vrai triangle. Hein. Le souci n'est pas là. Mais c'est la façon Bon, dont on les matérialise, nous, en tout cas. ok. On est sur un dessin, là. Est-ce qu'on n'irait pas sur un graphique? À tour de rôle comme ça, si tu veux. Ouais. Ouais, ouais. Donc, dans ce cas-là, Moi, je ça reprends la main et m'intéresse je te. de voir en vrai, de Ouais, passer justement de la théorie à la pratique, ok. avoir Bon, un triangle ascendant. Alors peut-être que on je va te faire prends un ça. peu au dépourvu. Je ne sais pas si tu as préparé Non, de ton pas du côté. tout. Non, non, non. Moi, tu sais, je suis toujours prêt. Donc, je partage. Tu me dis quand tu vois mon écran. C'est bon. Donc là, on était sur un triangle ascendant. Donc là, par exemple, je vais en montrer un sur un graphique, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un cas pratique en fait. C'est Est-ce que tu pas, peux agrandir le graphique? Ok, super. voilà. Parfait. Donc Donc là, on est là, sur un je but. vais le montrer après. Voilà, là, Ouais. on est sur Airbus. Euh, on voit qu'on a une vague de hausse ici jusqu'en mai 2009, d'accord. Et après, on voit que les cours ont matérialisé une phase de ralentissement. Bon. À partir de quand tu commences à voir que c'est un triangle? C'est ça aussi qui est important. Bah, il faut qu'il y ait au moins 3 points où que tu commences à dire, bon, ça pourrait ressembler à un triangle. À partir du quatrième point, là, tu as une confirmation un peu plus forte. De toute façon, ce n'est pas très important de ce côté-là parce que ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout le mouvement qu'on va avoir à la sortie. Donc, si tu veux, pendant toute cette phase-là où tu es en train de temporiser, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait en général? Bah, on attend, on ne sait pas trop, on regarde. Et au moment où on a suffisamment de quoi matérialiser le triangle, comme ici, là, on peut commencer à s'y intéresser. Alors, on a bien une phase haussière avec la vague A qui est donc vers le bas. Donc, on a une vague A, B, C, D et E ici, qui touchent à chaque fois les côtés du triangle. Et on voit bien qu'à la fin de la vague E, là, les cours finissent par sortir à la hausse
comme ils étaient rentrés ici à la hausse. Donc, hausse, figure de continuation, hausse. Calculer les objectifs de sortie d'un triangle. L'objectif majeur, hein, c'est celui qu'on voit en rouge, c'est celui qui est vraiment le plus efficace et le plus pertinent. Mais on a un objectif intermédiaire qu'on va appeler objectif 1, où on va reporter ce qu'on appelle la bouche du triangle, c'est-à-dire la largeur du triangle au niveau de la vague A, ici, qu'on va reporter à la cassure du triangle, là, en haut. D'accord ? Et on voit qu'on a un premier objectif qui a été atteint ici, là, en violet. Bon. Et là, pour le coup, il a été atteint assez scrupuleusement, c'est-à-dire que tu vois que tu as eu vraiment un point haut. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, qu'en termes d'objectifs, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en analyse technique, quand on parle d'un objectif, c'est censé être un objectif minimal. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter dessus. Ça veut dire que c'est ce qu'on devrait atteindre à minima. Voilà. Là, il se trouve qu'on s'est arrêté sur le premier objectif. Ensuite, on a reporté toute l'amplitude de la vague qui précède l'entrée dans le triangle. Cette fois, tu ne vas pas la reporter à la cassure, tu vas la reporter sur la vague E, ici, pour obtenir ton second objectif. Voilà. Donc là, on voit qu'on a absolument tout ce que la théorie qu'on a vu en cas concret. Donc, on a bien une vague de hausse, le triangle qui se dessine, donc triangle ascendant, parce qu'on a un côté horizontal et un côté ascendant, l'alternance des 5 vagues avec la vague A vers le bas, et puis les objectifs qui ont été atteints tour à tour, donc la bouche du triangle ici, et le report de l'amplitude de la vague avant l'entrée jusqu'ici. Si je résume, Marc, pour faire très très simple, on prend une séquence haussière, donc ici avant la vague. J'ai envie de dire, il faut détecter une espèce de résistance pour trouver donc le point B et le point D. Ce phénomène de latéralisation donc du marché, où on voit qu'on évolue un peu à l'horizontale, et puis dans ce mouvement à l'horizontale, trouver quelque part une droite de support qui est donc légèrement oblique vers le haut, et après viser justement la sortie de ce canal. Oui, en fait, c'est ça qui détermine. Et tout à l'heure, je montrerai vraiment dans les triangles descendants. Je vais prendre un cas pratique que je vais mettre directement sur ProRingTime. J'en prendrai un autre aussi, parce que je pense qu'on aura le temps, j'espère. Et là, on va voir vraiment comment ça fonctionne, comment comprendre, comment sortir de la théorie pour être dans la pratique. Ok. On parlait d'objectifs. Alors, tu sais bien, et d'ailleurs, nos auditeurs le savent également, enfin, j'espère en tout cas pour la plupart, que, OK, on met des objectifs, mais on met, quand on est logique, également un objectif de perte, un stop. Dans ce cadre-là, à quel niveau on place le stop? Alors là, ce que je dis également toujours dans mes présentations, dans mes formations, c'est qu'il y a 3 types d'investisseurs, d'accord? Et en fonction de chaque type d'investisseur, tu vas avoir une façon différente de jouer ton triangle. Tu as l'investisseur agressif. Donc, l'investisseur agressif, c'est quelqu'un qui veut essayer de profiter au maximum, d'accord, du potentiel de son triangle. Et lui, il va se positionner à l'intérieur même du triangle, d'accord? Idéalement, sur la vague E, puisque la vague E est censée être le point de départ de la sortie. Bon. Avantage, inconvénient. Avantage, c'est que c'est effectivement, on le verra notamment tout à l'heure sur certains exemples où c'est beaucoup plus frappant. L'avantage, c'est que tu rentres à un meilleur prix. Et que si tu as une vraie accélération, ce qui arrive souvent en sortie, ou par exemple un gap, bah, tu peux en profiter. Inconvénient, c'est que comme on l'a dit, il n'y a absolument aucune martingale. Donc, rien ne dit que même si tu as quelque chose qui ressemble à un triangle, qui peut être un triangle, tu ne vas pas en sortir 10 fois sur 10, forcément dans le bon sens. Oui, bien sûr. Donc, l'inconvénient de l'investisseur agressif, c'est que lui peut se retrouver dans un faux, en fait, voilà, d'avoir eu tort sur la configuration qu'il pensait avoir. Si tu rentres à l'intérieur du triangle, bah, tu vas placer ton stop à la sortie du triangle qui invaliderait en fait ton scénario. Donc évidemment vers la sortie baissière. Donc voilà, donc je rentre sur ma vague E, je vais placer mon stop à l'extérieur du triangle en me disant bon bah voilà, si je casse le triangle dans le mauvais sens, mon scénario n'est pas valide et je préfère couper ma perte pour avoir un money management intéressant. Après, tu as l'investisseur que j'appelle modéré. C'est celui qui va attendre que la figure se valide, c'est-à-dire qu'il va attendre la sortie du triangle. Avantage, inconvénient. Avantage, c'est que lui, en probabilité, il aura plus de probabilité d'avoir raison que l'investisseur agressif. Désavantage, c'est qu'il va payer plus cher.
forcément, puisqu'il aura déjà, puisque les cours sont déjà sortis. Donc, voilà. Et puis, enfin, tu as ce que j'appelle l'investisseur sécuritaire. Lui, il va attendre ce qu'on appelle le pullback. Ici, il n'y en a pas. C'est quoi un pullback? C'est quand tu sors d'une figure, parfois, tu reviens tester la borne de la figure avant de repartir. Et ça, c'est un signal très, très fort. Avantage de l'investisseur sécuritaire, c'est que lui, il va avoir une conviction dans le scénario encore plus forte et il va acheter un peu moins cher que le modéré, d'accord? Puisqu'il va attendre de revenir sur le point inconvénient. Mais oui. si tu veux, Marc, ma question pour Ouais. recentrer un petit peu le débat, c'était où, Au niveau des stops. à quel niveau on met le stop? Est-ce qu'on met le niveau du stop Oui. sur, oui. Alors, sur le triangle, hein, justement sur la base du triangle basse, ou est-ce qu'on la met plus bas, notamment par rapport à au flash l'extérieur. que tu as? Voilà. Si tu décides d'acheter à l'intérieur, il faut mettre le stop à l'extérieur du triangle. Parce que si tu le mets pile sur la droite, bah, c'est une grosse erreur. Il ne faut jamais mettre un stop sur un support, puisque justement, par définition, c'est un support. Donc, il est censé supporter tes cours. En revanche, tu le mets sous le support à partir du moment où tu estimes que le support est suffisamment cassé, pour éviter les petites morsures, tu vas le mettre à 3%, par exemple, en dessous du support. Maintenant, si tu es un investisseur moins modéré, agressif, on va dire. voilà, et que tu attends d'être sorti du triangle, là, à l'inverse, tu vas mettre ton stop à l'intérieur du triangle parce que ça veut dire que si tu réintègres la figure, là, tu as de fortes chances d'avoir un faux signal. Voilà, pour répondre à ta question effectivement initiale. Intéressant justement en termes de money management, ce qui permet de sortir assez rapidement, c'est-à-dire en cas d'invalidation de la figure, et puis de passer à autre chose, quoi, et d'éviter d'engranger des pertes trop importantes. Ok. Oui, c'est un bon ratio risk-reward, risque-rendement, parce que ton risque est minimisé avec un stop assez proche. Si tu as raison, les rendements sont souvent intéressants parce que tu as des reports d'objectifs qui sont assez forts. Ok, oui, c'est-à-dire que si on réintègre l'intérieur du triangle, on a a priori une forte probabilité que la figure ne soit pas confirmée. Donc là on a vu un triangle ascendant, donc on a vu ici l'exemple d'un haussier. Est-ce qu'on a un baissier? Est-ce que tu as une image sur un triangle ascendant baissier? Ah, tu veux dire ascendant dans un contexte de baisse? Non, j'en ai pas là. En fait, si tu n'en as pas, c'est pas grave. si on en prenait deux dans chaque catégorie, ça ferait beaucoup. Mais il y en a. On en trouve. Eh ben, on va passer au triangle suivant. Donc là, on a vu le triangle ascendant. Je vais repartager là pendant quelques secondes mon écran. Donc, le voilà. Donc, normalement, vous l'avez à l'écran. Alors, l'exemple que Marc a pris, donc c'était sur ce type de phase. Alors, il y avait une question d'ailleurs, c'est comment savoir que le triangle et sa vague A commencent en mai et non après mars à la correction. Ah, c'était sur l'exemple que j'ai mis tout à l'heure? Ouais. J'imagine. Bah, éventuellement, si tu peux reprendre la main là pendant quelques j'ai plus la main. Ok. Pardon, et c'est moi, j'aurais dû lire la question avant. D'ailleurs, en attendant, je vous rappelle que le webinaire là sera disponible de nouveau en replay à partir de demain sur la chaîne YouTube d'IG. Donc, tu peux me répéter la question, c'est comment savoir si… Comment savoir que le triangle et sa vague A commencent en mai et non après mars à la correction? Ouais, on voit en effet que juste après le point A, on a une correction. Juste après le point A, juste à droite, oui, tu vois, on remonte et on corrige. Ici? Non, à côté. Tu vois, on monte. Là? Voilà. Et à mon avis, c'est plutôt par rapport à ça ici, la correction. Tu vois, la correction qu'on a. Ici? Ouais. À mon avis, c'est pourquoi on a choisi le point A juste avant plutôt que celui-là. En fait, au moment où tu es en train de regarder ton graphique, tu ne sais pas encore. Hein. Là moi, quand j'en suis ici, comme on va le voir tout à l'heure vraiment sur un exemple, tu ne sais pas encore que tu vas avoir un triangle. Là, tu sais juste que tu as eu un mouvement haussier et que tu as commencé à le corriger suffisamment déjà pour mettre un terme à cette vague. Bon, après, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si les cours vont pas repartir vers le bas, tu ne sais pas si tu vas avoir un drapeau, tu ne sais pas si tu vas repartir tout de suite à la hausse. D'accord? C'est au fur et à mesure que tu finis par identifier ton triangle. Okay. Notamment quand tu vois que tu as un deuxième point là qui vient toper au même endroit,
que tu vois que les points bas sont de plus en plus hauts, donc ils pourraient éventuellement matérialiser un côté triangle ascendant. Et c'est à partir d'une vague D, en général, C ou D, je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on commence à envisager la possibilité d'un triangle. Ok. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la vague A, tu la places au moment où tu as commencé à identifier le triangle. Alors, justement, je reprends la main. On va passer donc sur l'autre type de triangle, sur le type suivant. Voilà, donc je repartage la présentation. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. On passe sur la figure suivante. Donc cette fois-ci, le triangle descendant, qui au final est la même chose, mais en inversé. C'est-à-dire que là, on a un support horizontal Oui, avec une résistance résistance qui, elle, est oblique. descendante. Voilà, Voilà. descendante. Donc là Donc on a en aussi, fait, on part ouais, d'un mouvement haussier, on latéralise ici donc sur le support, on vient toucher ici le point B, on revient de nouveau sur le support, résistance donc là oblique. Donc là en effet on voit que le triangle est descendant et à partir de ce moment-là, de la même manière, on va observer donc la sortie du triangle. Que ce soit donc soit sur une phase haussière, sortie en hausse, à la hausse, ou éventuellement sortie à la baisse. tout à fait. Est-ce que tu as un exemple concret? Oui, alors là, j'ai des exemples et je te propose de faire la chose suivante. Donc, je vais partager mon écran d'abord. Voilà. Donc, je vais montrer deux triangles descendants, comme ça, encore sur des graphiques un peu figés. Et après, je vais en montrer un autre où on va vraiment se mettre dans le cas concret. Donc, Tu ici, peux on était sur le encore, cacao. tu peux encore zoomer hein, si tu as la possibilité. Là, Voilà. je peux pas beaucoup Parfait, plus que super. ça. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est Donc bon. là, on est sur le cacao. Bon, donc tu vois, ça répond aussi un peu à ta question. On était tout à l'heure sur une action du CAC. Là, on est sur une matière première agricole. Bon, là, on a la même chose, sauf qu'on a un triangle descendant. Et donc, ne pas oublier, voilà, comme ici, c'est pas parce qu'on est dans un triangle descendant qu'on est dans une tendance baissière. Donc là, on a une impulsion, effectivement, avant de commencer à dessiner le triangle. On a bien l'alternance des 5 vagues. On voit bien les points de contact à chaque fois. Et on voit ici, donc dans ce rond vert, à la cassure du triangle, on voit une véritable accélération. Et ça aussi, c'est vrai que c'est assez révélateur, c'est-à-dire que très souvent, aux sorties de triangle, tu as des accélérations, c'est-à-dire que tu as des mouvements assez nets. Voilà. Et là, bon, après, on n'a pas vu, mais on a reporté dans un premier temps la bouche du triangle, donc la largeur qu'il y a dans le triangle à partir du point A. Et cette fois, tu la reportes bien à la cassure du triangle, tu vois, pour obtenir un objectif, un premier objectif minimal de hausse. Et c'est intéressant de voir quand même que ça fonctionne dans le sens où, tu vois, par exemple, on aurait pu se dire, bon, on va peut-être s'arrêter sur le dernier top, tu vois, comme souvent les gens craignent un peu. Or, là, on voit bien qu'on a respecté le premier objectif, tu vois, avant de corriger un peu, puisqu'on a vraiment reporté la bouche ici et on est allé un peu plus haut que le top d'avril 2024. Donc, pour moi, c'est assez parlant, c'est-à-dire que ça fonctionne en fait. La théorie mise en pratique fonctionne. Voilà, il y en a un autre ici sur Stellantis, je vais zoomer également. Et après, je vais te faire vraiment le cas pratique qui va être sans doute le plus parlant. Donc sur Stellantis, de la même manière, ici, tu as un mouvement de hausse jusqu'en mars 2023. Tu commences à latéraliser, tu vois que tu as ici un support horizontal sur lequel tu as bien tes 3 points du triangle qui sont testés en support, et tu as la résistance qui est légèrement descendante, puisqu'on est dans un triangle descendant. Et là, en plus, elle passe par le début du triangle, hein, ce qui est encore plus réconfortant, on va dire. Et là, cassure du triangle. Bon, alors attention, parce que là, effectivement, tu aurais pu avoir quand même une petite inquiétude, hein, parce que tu as eu une correction qui aurait pu te ramener un peu à l'intérieur du triangle. Bon, si tu avais mis, par exemple, ici ton stop dans le triangle un peu trop près, tu aurais pu être stoppé et donc avoir eu un faux signal. Bon, pour Oui, autant, celui-là, il est un peu moins, enfin, je dirais, il est un peu plus touchy, parce qu'on a moins un triangle, c'est quoi? C'est obtus. oui, il est Euh, moins obtus. Ouais, tout à fait. Il est moins obtus. Ici, tu as eu tu as quand même eu un petit faux Petite frayeur, signal là, ici. quand même.
Ouais. Voilà. Bon, maintenant, les objectifs ont quand même été atteints, et notamment celui-là qui a été atteint exactement voilà, ici en juillet 2023. Mais Tiens, pardon, hein, oui. Marc, j'ai une question dans le chat. Faut-il obligatoirement repérer 5 points A, B, C, D, E? Oui, alors normalement, dans un triangle, oui. Alors après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas repérer quelque chose qui ressemble à un triangle et qui va avoir exactement la même, la même réalisation. Ça aussi, je le dis souvent, c'est-à-dire que ce qui compte en fait dans l'absolu, c'est pas, on n'est pas en train d'apprendre à des gens, sauf si certains voudraient, hein, dire bon bah voilà, moi je vais passer le STA, je vais passer le CFT, machin. J'ai envie d'obtenir un diplôme d'analyse technique. Là, oui. Dans ce cas-là, il faudra savoir exactement la théorie, savoir quand c'est un triangle, quand ça n'en est pas. Pardon. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des points d'entrée, des points de trading, de savoir faire nos trades. Et pour ça, à la limite, c'est pas grave si quelqu'un a eu l'impression d'avoir vu un triangle, alors que c'était peut-être ce qu'on appelle, nous, un fanion, à partir du moment où le directionnel est le même. Voilà, c'est une petite anecdote que je raconte quand je fais mes formations. Par exemple, je ne suis pas sur une figure de retournement où finalement, tu as gagné de l'argent, ça s'est retourné et tu as bien atteint l'objectif que tu pensais atteindre. Bon. Et tu dis, je sais pas, à quelqu'un qui est avec toi, un autre ami, tu dis, bah voilà, regarde, là, j'ai joué une épaule tête-épaule, j'ai gagné 50%. Et l'autre te dit, ah ouais, non, je suis désolé, c'est pas une épaule tête-épaule, c'est un rounding top, voilà. Bon. Donc en fait, tu vas te disputer, te faire une dispute voilà, qui sert à Oui, rien pour ça veut argumenter dire sur puisque on peut finalement, être, ce qui compte, c'est que tu aies fait 5, 50%. on peut être Mais 5 devant un même graphique et avoir 5 interprétations différentes au final. Oui, mais c'est moi qui vais être sur la bonne. Non, mais pour répondre à la question qui a été posée, oui, il faut avoir 5 points. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est plutôt en dynamique. Alors, c'est un des exemples qui est pour moi les plus propres, qui est J'ai très une autre parlant. question en même temps, c'est Oui. comment bien déterminer l'objectif numéro 2? Parce qu'en effet, tu Alors, prends justement, un point bas ou un point haut, hein, tout dépend si on est ouais. dans un marché haussier ou baissier. C'est comment voilà, déterminer ce deuxième objectif, parce que tu reportes au final l'écart entre, entre le plus bas à un moment et le plus haut à un autre moment. Oui, alors, ce qu'on va La faire, question. c'est, je vais montrer ici. Alors, attends. Et sous-jacent à ça, il y a une autre question qui demande les triangles se trouvent-ils souvent, enfin le plus souvent, sur des phases de range, Euh, C'est-à-dire, en fait, je sais pas comment dire. En fait, un triangle, c'est lui-même une phase de consolidation, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, latéralisation. C'est-à-dire que tu vois qu'à l'intérieur d'un triangle, tu n'es plus vraiment dans la tendance. Tu es en train de temporiser. Tu vois que tu Ok, n'es plus bon. dans ta tendance haussière, ça c'est net, mais tu ne reprends pas forcément une tendance baissière. Donc, je ne sais pas ce que monsieur appelle, ou la dame Donc d'ailleurs oui, appellerait. oui, oui, je pense que Ça, la ça réponse compte. est oui, hein, pour Hervé, c'est en effet, ce sont des phases de range. Ok, alors ce que je vais C'est faire, surtout dans des phases de range. tac. Et donc là, oui, la question hein, en suspens, c'est comment bien déterminer l'objectif numéro 2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire la chose suivante. On va. Alors, attends, je vais voir si d'abord je peux pas. Ah oui, là, l'objectif, l'objectif numéro 2, il est assez élevé là, sur cet Ouais. exemple. Alors, attends, je suis en train de voir. Je pense que j'avais un moyen de cacher. Ah, voilà. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Parce que, si tu veux, quand j'étais avec le graphique précédent, le triangle était tracé, etc. Et d'un coup, là, on peut se dire, tiens, effectivement, je vois, je comprends. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'autre. On va se mettre vraiment dans la réalité, comme si on était vraiment en train de nous d'investir. Voilà. Donc là, on est sur une boîte, une petite boîte, hein, pas très connue, mais on s'en fiche, donc c'est Amazon. Et là, en fait, on voit déjà, si je resserre mon graphique, je vois tout de suite que c'est une boîte solide. Hein, ça fait partie des 7 magnifiques maintenant. Et on voit que c'est une boîte qui est inscrite dans une tendance haussière très nette. D'accord. Ici, tu as eu la phase, la seule phase véritablement difficile, ça a été justement la crise des dot-com.
donc une crise qui a impacté les boîtes tech. Bon, maintenant, on va revenir là et on va se mettre vraiment dans le cas pratique. Donc, pour ça, je vais réeffacer les objets, je vais les cacher à nouveau. Voilà. Et on va se dire, bon, qu'est-ce qui se passe ici et comment j'interprète? D'abord, en termes de proportion de vagues, alors après, tu me dis, parce que je ne sais pas au niveau du zoom si on voit suffisamment bien. Voilà. Je vais essayer de le faire un peu plus. Voilà. Ici, sur Amazon, qu'est-ce que je constate en fait? Je constate que je suis dans une tendance haussière, d'accord, puissante, et que chaque phase de correction va à la suite engendrer des points d'entrée intéressants puisque la boîte est solide et qu'elle est inscrite dans une tendance haussière régulière. Donc nous, ça va nous intéresser de repérer ces phases de temporisation justement pour se dire que ça risque d'être, il y a des chances que ce soit des bonnes phases de points d'entrée. Là, j'ai volontairement agrandi le graphique sans zoomer pour l'instant. Pourquoi? Pour montrer que ici, on a un point bas et qu'on voit qu'on est dans une tendance haussière quand même assez importante qui est arrivée à peu près jusqu'ici avant d'avoir une correction, d'accord, un peu plus importante que les autres. Maintenant, il y a la question de ce qu'on appelle les proportions. Les proportions, ça veut dire quoi? Parce que des gens me disent, comment est-ce que vous savez que de là à là, vous avez un mouvement et pourquoi est-ce que ça ne serait pas plutôt de là à là, etc. Je vais déjà répondre à cette question qu'on aurait certainement pu me poser pour comprendre. Voilà. Ici, tu vois, on va partir de cette correction-là que j'ai dans ce cercle bleu. Et puis, on voit, je vais essayer de zoomer encore plus que tu me dis que voilà, j'essaie de zoomer au maximum. On voit qu'à partir de ce point bas ici, je repars à la hausse. C'est-à-dire que j'ai terminé cette correction-là. Et à partir du point bas que j'ai ici, là, alors je vais te le montrer là, que j'ai ici, on le voit mieux, je vois que je repars à la hausse. Pendant cette phase de hausse, j'ai des phases correctives, d'accord? J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Justement, on en a une sous la, voilà, au-dessus de la flèche verte, là. J'en ai là, etc. Donc, les gens vont me dire, bon, comment est-ce que vous matérialisez le fait que finalement, votre mouvement qui a commencé ici, pour vous, il va s'arrêter ici? Dans ce cadre-là, nous, analystes techniques, on a l'œil, etc. Mais pour donner des indications, on va parler de proportion. C'est-à-dire que je vois bien, et effectivement, ici, c'est des phases correctives. Ces phases correctives, elles interviennent à l'intérieur de cette grande vague quand tu parles en termes de cycle. Parce que si tu veux, même à l'intérieur de cette phase-là, tu vas voir que tu as des petites phases correctives, etc. à chaque fois. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce mouvement-là, depuis ce mouvement où j'ai ma flèche noire, toutes les phases correctives que j'ai eues là, que je vais effacer les unes après les autres, elles n'étaient pas proportionnelles à celles que j'ai eues là. Donc, elles faisaient toujours partie d'un même mouvement. La phase corrective que j'ai eue, qui a commencé, comme on le voit ici, à être proportionnelle à celle-là, elle a intervenu ici. Alors moi, quand est-ce que j'ai pu le savoir? Je ne pouvais pas le savoir quand j'étais là, d'accord, pour l'instant. Mais quand j'ai commencé à voir tout ça, là, je me suis dit, j'ai une correction qui est proportionnelle à la correction précédente. Donc, mon mouvement, ma vague de hausse avant d'entrer dans cette correction, elle a démarré ici sur cette flèche noire. OK. Maintenant, je vais essayer quand même, sinon je sais ce que je vais faire, parce que j'ai l'impression que chaque fois… Voilà. À partir de là, comment je vais faire en temps réel si j'étais en temps réel? Eh bien, on va le faire comme ça. Donc, je vais essayer de zoomer au maximum pour que les gens puissent voir au maximum. Voilà. Donc là, j'ai commencé une correction, si tu veux. Je ne sais pas ce qui va en être de cette correction. Je pourrais, dans un premier temps, comme je suis un bon analyste, voilà, tu vois, le problème, c'est que dès que je veux tracer des choses, il me fait réapparaître tout le reste. Donc, je pourrais, dans un premier temps, croire qu'ici, alors je ne sais pas si on voit bien avec ma souris, je ne suis pas sûr, que j'avais une correction qui s'était arrêtée ici. Bon, ce n'est pas grave, même si on va voir. Voilà. Je pourrais croire que ma correction s'est arrêtée ici et qu'après, là, je repars vraiment vers le haut et que c'est fini. C'est le moment de rentrer à nouveau sur Amazon. OK. Sauf que là, je vois qu'après cette hausse jusqu'ici, je vois que j'ai eu… tu sais ce qu'on va faire? On va faire carrément ça. Comme ça, on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Je vais carrément effacer et comme ça, on va vraiment être dans la réalité. Je pourrais vraiment vous montrer le concret. Voilà. Donc, on a déjà déterminé que ma vague précédente s'est arrêtée ici. Bon. Là, j'ai une première phase de baisse
qui ressemble à ce qu'on appelle, nous, un zigzag en ABC, d'accord, et qui peut matérialiser la fin d'une correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pouvais très bien envisager qu'à partir de là, tu repartes vraiment vers le haut. N'oublions pas, on est sur Amazon, on sait qu'on est sur une boîte solide et que là, il y a quand même peu de chances que la tendance s'inverse pour repartir vers le bas. Bon. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé qu'après avoir effectivement marqué voilà, une accélération ici, j'ai eu un gros gap baissier ici qui est venu m'inquiéter, en tout cas, me faire comprendre que je me suis trompé et que ma reprise haussière n'allait pas avoir lieu tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir lieu. Je suis toujours sur Amazon et pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. C'est juste que ma phase corrective se poursuit. Donc, à partir de quand je vais commencer à pouvoir envisager justement le fait d'être éventuellement dans un triangle avant d'en avoir véritablement à la fin la conclusion. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que quand je commence à arriver ici, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu mon gap ici, je vois que finalement, j'ai continué de corriger, sauf que je vois que je suis reparti ici, j'ai trouvé un nouveau point d'appui, et ce nouveau point d'appui, il se trouve qu'il est au même niveau que mon point d'appui précédent. Donc là, je commence à me dire, tiens, c'est intéressant, je sais que dans mon triangle, je vais avoir une base horizontale, et dans ce cas-là, je suis dans un triangle qui va être descendant, puisque mon côté supérieur est censé être descendant. Donc là, on a déjà notre A, notre B et notre C. Non, justement. Là, c'était la première hypothèse d'être dans un zigzag. Donc là, finalement, on n'était pas dans un zigzag. Si on était dans un zigzag, on serait reparti tout de suite à la hausse. En revanche, là, on commence à voir qu'on a quelque chose ici qui commence à se matérialiser. C'est-à-dire, voilà, là, déjà, quand je tape ici, sur ce point-là, là, je me dis, tiens, j'ai eu deux supports horizontaux au même niveau. Et j'ai, après le début ici potentiel de mon triangle, j'ai mes deux points de résistance sur la même, mes deux sommets sur la même droite de résistance. Donc là, à partir de là, je peux commencer à envisager le triangle en tant que bon analyste technique. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, je me rends compte que finalement, après encore une vague corrective, je vois que mes cours, à nouveau, viennent s'arrêter sur le même niveau une troisième fois. Et là, je me dis, voilà, le E, exactement. Et là, je me dis, bon, pour moi, c'est un triangle, d'accord? J'ai bien ici, mon A, mon B, mon C, mon D, mon E. OK. Donc, on voit qu'on était dans une tendance haussière, hein, on n'oublie pas la petite astuce. Donc, tendance haussière, donc la vague A baissière. C'est pour répondre au monsieur qui tout à l'heure disait comment est-ce qu'on sait que la vague A, etc. Et donc là, je vois bien que j'ai l'enchaînement A, B, C, D, E, avec des points qui sont quand même assez proprement testés à chaque fois. Et là, voilà, je me dis, bon, je suis dans un triangle, donc je vais avoir de fortes chances de ressortir à la hausse de ce triangle. Ici, on a un exemple de ce que je t'indiquais tout à l'heure, assez marquant, de la différence qu'on aurait entre l'investisseur agressif et un peu plus modéré. Pourquoi? Parce que là, on a eu ce qui arrive parfois, comme je t'ai dit, une forte accélération, c'est-à-dire une ligne droite, mais là, c'est entre guillemets pire que ça, parce que c'est un énorme gap. Je crois de mémoire que c'est un gap de 12%, certainement matérialisé par des résultats ou une nouvelle, etc. Et du coup, l'investisseur agressif, qui aurait acheté sur la vague E, lui, aurait déjà bénéficié des 12% de cassure du triangle. Pour autant, comme on est sur Amazon, on sait qu'on a de fortes chances que la sortie du triangle donne à nouveau ses droits à la tendance haussière, ce qui a été le cas. Maintenant, ce qu'on va regarder d'intéressant, c'est les choses suivantes. Et là, ce qui est bien, c'est de le voir en dynamique, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de triche. Enfin, entre guillemets, hein, évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire des graphiques en faisant croire que, en disant, voilà, un graphique. Là, je prends vraiment mon logiciel, je matérialise ici véritablement la bouche de mon triangle, d'accord? Bouche que je vais, hop, dupliquer. Donc, on voit bien que c'est exactement la même, d'accord? Et je vais la mettre où? Ici, vers la cassure de mon triangle, d'accord? Enfin, sur la base supérieure de mon triangle. Objectif numéro 1. Je vois que j'ai un objectif minimal qui se trouve à peu près ici. Okay,
Et encore, je pense que j'aurais pu la tracer un peu mieux. Donc, en gros, mon objectif, mon premier objectif, il a bien été atteint, voilà, dans cette zone-là. Ici. OK. Par la suite, je vais essayer. Et tu vois, il a même matérialisé quand même une petite phase de temporisation. C'est-à-dire qu'après le premier objectif, comme on avait tout à l'heure, on a un peu temporisé très légèrement avant de réaccélérer à la hausse. Maintenant, ce qui est quand même très intéressant, c'est la chose suivante. Parce que des gens me disent, bon, OK, là, la bouche du triangle, je veux bien, je suis sur Amazon, etc. Mais on va se souvenir de quel est l'autre objectif qui est souvent le plus important, c'est de reporter l'amplitude de la hausse qui a précédé l'entrée dans le triangle. Donc, on se souvient que cette amplitude, à cause des proportions, elle avait démarré. Voilà, on voit que la proportion de correction est ici. Donc, c'est-à-dire que ma vague précédente avait démarré là. Donc, ça voudrait dire que, théoriquement, on est censé reporter voilà, cette amplitude-là, d'accord, ou ça, sur la base, cette fois, du triangle, c'est-à-dire ici. Bon. Et là, les gens vont me dire, bon, attends, t'es un peu fou quand même. Là, je veux bien que la bouche de ton triangle qui t'amène ici, mais là, quand même, Marc, tu es fou. Voilà, Marc, tu es fou. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé qu'on est effectivement qu'on a atteint l'objectif. Tu vois, là, je te l'ai tracé comme ça, mais ça veut dire que l'objectif, en fait, il a été atteint ici. Hein. Pas comme là, la flèche, mais il a été atteint ici. Donc, très exactement, tu vois, là, j'ai utilisé mon logiciel, j'ai bien répliqué l'amplitude de la vague ici à la base du triangle. D'ailleurs, comme la base du triangle, elle est horizontale, tu vois, j'aurais très bien pu le mettre là, etc. Ça revient au même. Mais je vois que mon deuxième objectif a bien été atteint ici, avant d'avoir une nouvelle correction. Donc ici, on a quand même, de façon très flagrante, toutes les règles théoriques qui sont mises en pratique. Voilà. Là, ce que j'ai surtout voulu essayer de montrer, si tu veux, c'est que effectivement, là, quand tu te trouves face à ça, face au graphique que j'avais tout à l'heure avec toutes les annotations, tu te dis bon, ok, c'est facile. En revanche, quand tu te retrouves sur un graphique qui est comme ça, bon, les gens peuvent te dire bon, attends, final, pour moi, c'est un peu moins facile. Donc, il faut avoir l'œil. Il faut apprendre à avoir l'œil. Au final, on se rend compte que c'est très, très visuel. Voilà. Alors, bien sûr, ça nécessite, je dirais, une certaine habitude en termes d'observation du graphique. Mais c'est vrai qu'on peut, je dirais, à l'œil comme ça, assez rapidement déterminer des triangles. Marc, tu vois, là, tout à l'heure, tu me disais, oui, alors c'est pas un triangle au sens géométrique, mais je te disais que c'est pas. En fait, finalement, ça l'est, mais nous, on les trace pas. Pourquoi? Parce que dans notre analyse, ce qui va compter, c'est ça ici et ça là. Tu vois, c'est-à-dire que ça là, ici, ça, nous, on s'en fiche que le triangle soit fermé là, puisque c'était avant, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Bon, à la limite, on s'en fiche aussi ici, parce qu'on sait qu'on ne sort jamais d'un triangle quand on en arrive là. Bon, c'est pour ça qu'on matérialise juste par deux droites comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas à l'intérieur d'un triangle au sens propre. Alors, donc, c'est vrai que c'est plus difficile à voir, mais oui, on va devoir accélérer, Marc, parce que… Mais là, c'était quand même le truc le plus important à voir. J'ai envie de dire, c'était le clou du webinaire, en effet, le fait de prendre un graphique nu et de pouvoir déterminer un triangle. Pardon, il nous en reste deux à voir. Il nous reste le symétrique et le triangle en expansion. Juste avant, deux questions là aussi rapides. En intraday, dans quel time frame dessiner un triangle et quelle est la plus petite unité de temps avec laquelle on peut tracer ces triangles? Voilà, donc là, les deux questions se rejoignent. Hein. C'est deux personnes différentes. Oui. Mais en gros, lorsqu'on fait de l'intraday, quel est l'idéal? Alors, moi, j'ai l'habitude d'être très franc. Hein. L'unité idéale. Je fais pas d'intraday, moi. Donc, à la limite, je préférerais pas m'avancer pour dire que ça peut fonctionner jusque sur du 3 minutes, du 2 minutes. Mais j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que en analyse technique, en fait, donc là, j'étais en train d'essayer de voir sur un graphique de beaucoup plus court terme, mais tu as quand même les mêmes théories qui s'appliquent quasiment dans tous les time frames. Pour autant, plus le time frame est important, plus ça va être efficace. Mais on voit, hein, tu vois, là, je suis sur du 3 minutes, par exemple, on voit qu'on a la règle d'alternance des vagues,
On voit maintenant, ça va être plus difficile de trouver un triangle là parce que, je ne sais pas, parce que j'ai pris un graphique comme ça au hasard. Disons qu'on Mais, aura une figure moins parfaite, ou en tout cas… non, mais je pense que tu peux trouver dans des unités de temps différentes assez facilement et que ça peut fonctionner effectivement même sur des 5, 10, 15 minutes. Mais plus tu vas augmenter, plus ça sera efficace et plus ça sera lisible aussi. Ok. Mais j'ai vu des triangles en intraday qui ont très bien fonctionné. Ouais. Alors, je vais juste reprendre la main pour voir les deux dernières figures. Malheureusement, on va devoir aller un peu plus rapide Allez vite, ouais. dessus. Donc, je partage. Donc, on a, alors attends, hop, le triangle symétrique. Alors, celui-là, c'est la différence, hein, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un support ou une résistance horizontale, Oui, il n'y en on a est dans pas. quelque chose oblique. Voilà, en fait, il y a à la fois un côté ascendant et un côté descendant, ce qui fait qu'on appelle triangle symétrique. Voilà. Bon, on aura malheureusement, on n'a pas le temps de prendre un exemple concret, mais vous l'aurez compris, hein, j'ai envie de dire comment dire, l'expérience est toujours la même, c'est-à-dire qu'on part d'une phase haussière ici, avec une Oui. sortie à la hausse, et là de l'autre côté, donc un départ sur une phase baissière, ici de la même manière, avec donc là un support, une résistance, mais cette fois-ci oblique, avec une sortie donc vers le bas. Triangle en Et expansion. les triangles symétriques, c'est souvent ceux que les clients arrivent le mieux à voir hein, visuellement. Oui, alors le triangle en expansion, tu peux le montrer, mais il est beaucoup plus rare, mais il existe. C'est-à-dire que Ouais. là, pour le coup, c'est un triangle ouvert qui ressemble un peu à ce qu'on appelle un porte-voix, mais qui a exactement la même règle, c'est-à-dire A, B, C, D, E, avant de sortir. Bon. Là, le désavantage, c'est que comme il est ouvert, tu as un peu moins d'indications de timing de sortie, puisque les droites qui voilà, sont ouvertes, on sait qu'elles ne vont plus jamais se croiser. Mais la règle est la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as matérialisé la fin de ta vague E potentielle, bah, c'est à ce moment-là que tu es censé sortir du triangle. Ok, donc moins, c'est une figure, à mon avis, qui doit être un petit peu plus difficile à trader, notamment en termes d'objectifs, non? Bah, celle-ci, oui, elle est un peu plus fine, mais elle est surtout extrêmement plus rare. Donc finalement, D'accord. c'est pas bien géant, mais il faut quand même savoir qu'elle existe en fait. Ok, donc on s'intéresse plutôt aux triangles symétriques, les triangles descendants. Donc on l'a vu avec ici la résistance qui Qui est elle est descendante. descendante, et on a ici l'ascendant où là cette fois-ci c'est le support qui lui va vers le haut, mais avec donc possibilité bien sûr en fonction du marché de la vague, enfin, de la tendance précédente, soit une sortie vers le haut ou une sortie vers le bas. Pour conclure cette session donc, du jour, Marc, le mot de la fin sur les vagues. Toi, est-ce que c'est quelque chose Alors, que tu bah, utilises régulièrement? Les deux, j'avais trois 2 minutes. petits tips Ouais. sur l'utilisation de ces vagues, ou à quoi on peut également est-ce qu'on peut utiliser d'autres indicateurs avec les vagues? Alors, bah, si je devais donner le En mot de 2 la minutes. fin, Hein. bon, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais parce qu'il ne faut pas confondre des triangles avec des biseaux, par exemple. Mais ça, voilà, on n'aura pas le temps de le voir maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que repérer un triangle, ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que sur Amazon, sur le cas pratique, j'ai vraiment voulu prendre le temps pour voir comment ça se faisait quand on était en temps réel. Parce que même une fois que c'est dessiné, ça se voit davantage. Il faut juste identifier, déjà, il faut identifier une phase de consolidation, c'est-à-dire que tu sens que le marché n'est pas en train d'inverser sa tendance, il est en train de souffler. Ce que l'un des auditeurs a dit tout à l'heure en disant est-ce que c'est une phase de range? Oui, ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire une phase de temporisation finalement. À partir de ce moment-là, tu peux avoir des temporisations à l'intérieur de ce qu'on appelle un petit canal, par exemple, ce qu'on appelle nous une boîte latérale, où tu peux avoir un drapeau avec deux droites parallèles qui vont s'incliner en formation de drapeau. Si tu sens que tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre et que tu vois que tu peux matérialiser des segments qui vont des deux côtés de ta consolidation pouvoir dessiner quelque chose qui ressemble à un triangle, c'est-à-dire, comme on l'a vu, soit un top horizontal avec un bas ascendant,
soit à l'inverse, soit les deux côtés ascendant-descendant, bah là, tu vas commencer à pouvoir envisager la possibilité d'être dans un triangle. Tu vas devoir donc vérifier si tu as bien tes 5 vagues, A, B, C, D, E. Et à partir de ce moment-là, bah, tu te dis, bah, si j'ai raison, bah, je vais reprendre la tendance dans laquelle j'étais avant. Et tu peux décider de te positionner dès la vague E, si tu veux être un peu agressif, ou alors être un peu plus sécuritaire, acheter un peu plus cher, mais en te disant, bon, bah, j'aurai quand même un peu plus de confort dans la probabilité de réalisation de ma figure. Voilà. Eh ben super, Marc. Merci pour toutes ces explications. C'était très clair. On vous remercie également pour votre attention, pour les questions également que vous avez posées ce soir. Comme je vous disais, ce webinaire sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Vous pourrez le consulter donc bien sûr en replay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire de la vidéo qui sera disponible donc sur la chaîne YouTube d'IG. Je les enverrai également à Marc. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Le sujet est à venir. On parlera, je pense, plutôt sur la partie action, la partie compte-titre, puisqu'on a eu pas mal de questions et pas mal de retours encore par rapport au dernier webinaire de la semaine dernière. Vous recevrez de toute façon, comme d'habitude, une invitation pour la prochaine session. Marc, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire, toujours sur de l'analyse technique ou sur des indicateurs courants. Oui, bien sûr. Tout ce qui tourne autour de ce que je sais faire, si possible. Je regarde si on avait encore une ou deux questions. Eh bien, non, on nous dit merci, sympa. Et puis, eh bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Salut, Merci Marc. à tous. Au revoir, Christophe.